Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. Edmond et Jules Goncourt, réalisé par Nathalie Salle. Ils ont écrit comme les deux doigts de la main. Leur collection était marquée de cet ex-libris qui représente les deux doigts d'une main. Et ils ont vraiment donné l'exemple de deux écrivains différents et écrivant les mêmes livres ensemble, travaillant ensemble. Alors Edmond de Goncourt a expliqué tout ça. Il a dit que lui apportait la vision générale, la charpente, la construction, et que Jules, plus jeune, plus sensible, peut-être moins assuré dans la vie, était le styliste. Il était l'auteur des morceaux de bravoure en style très imagé, un beau style de langue française, quelquefois un peu imprécis quant aux règles les plus strictes de la langue et de la grammaire, mais ça c'est l'époque. Ils créaient des mots comme ça à leur convenance. Mais en tout cas, Jules était le styliste. Alors ils ont fait ensemble les deux livres et le journal montre très bien que il est à deux mains et que certains morceaux sont plus vifs et musicaux et colorés que d'autres. Et puis alors il est mort très jeune et donc c'est Edmond qui a continué. Et alors là ça reste un style Goncourt mais pas tout à fait le même. Lisons les Goncourt, parce que malheureusement le nom on l'entend surtout au moment de la remise du prix. Je trouve encore aujourd'hui exemplaire la manière dont les Goncourt ont su écrire sur l'art, en déstabilisant en quelque sorte nos habitudes linguistiques. Et je voudrais vous en donner un exemple. C'est à propos d'un dessin de Hokusai. Paysage de neige, il y a un sanglier qui galope. Eh bien, Edmond Goncourt va parler du déboulement galopant du sanglier. Eh bien, l'écriture des Goncourt, qu'il s'agit de l'art du XVIIIe siècle ou de l'art japonais, fourmille de traits de cette sorte qui, en réveillant notre sentiment de la langue, vient aussi aiguiser notre regard. Les frères Goncourt, sténographes de la modernité. De la même manière que, on se souvient de ce passage où ils déclarent avoir éprouvé tous les deux l'envie en même temps de pisser sur un chou du jardin. Donc il y a peut-être dans l'écriture quelque chose de fusionnel aussi, et il est difficile de déterminer quelle est la part de l'un et de l'autre. Ce que l'on peut voir, c'est que c'est Jules qui tient quand même le plus souvent la plume. Donc peut-être oralise-t-il avant, peut-être cessait-il à deux, avant que l'un note. Donc c'est très difficile de déterminer comment ils écrivent à deux. Parce que par exemple, Jules déclare à un moment donné en revenant chez la princesse Mathilde qu'il note en toute hâte ce qu'il a vu et entendu. Donc là il est vraiment le scripteur. Et je ne sais pas quel peut être le rôle d'Edmond à la circonstance. Mais ils ont quand même un grand bureau, et ils peuvent se mettre tous les deux donc à ce bureau. Donc Jules peut noter des rêves qui appartiennent à Edmond, et par exemple à propos de ce rêve, ce qui est très 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 curieux, c'est que le rêve est commencé donc à être noté par l'un des deux frères, est ensuite écrit par un autre des deux frères. Une partie est directement écrite sur le cahier, et une autre partie où il y a changement d'écriture est collée. Je rêvais cette nuit que j'allais me faire payer, avec mon frère, d'un article sur Proudhon, à la Revue européenne. Il y avait des quantités de bureaux et des légions d'employés penchés sur des pupitres, la plume sur l'oreille, qui contresignaient d'un air narquois le bulletin qu'on m'avait donné. Et au bout de tout cela, je touchais 16 francs. Ce qui m'indignait autant que si j'eusse été éveillé. Et je me trouvais tout à coup, et sans transition, à Venise, de très bon matin, à l'aube du jour, installé sur un balcon de palais, avec Flaubert et mon frère, et pêchant à la ligne. Et Flaubert furieux, et voulant à toute force une côtelette, et s'indignant d'une ville qui se levait si tard, et moi très peu pensant à ma pêche, mais songeant que ce serait une curieuse chose
que de faire une description de Venise au moment où elle s'éveille. Alors c'est pas un mimétisme, vous voyez, à l'égard des Goncourt, mais il collectionnait des objets de ce type, des netsuke, des petits objets japonais, vous voyez, des boutons d'habits de mandarin. Jules naît le second, il naît le 17 décembre à Paris en 1830 et Edmond l'a précédé de quelques années puisqu'il est né en 1822 à Nancy. Edmond a bien connu son père, Jules l'a moins bien connu. L'attachement à la mère va être extrêmement fort. C'est véritablement la mère qui va élever Jules et qui va en partie élever Edmond. C'est une femme d'origine très bourgeoise, qui a malgré tout des moyens relativement réduits, qui va se montrer très attentive à leur donner une éducation scolaire solide et qui, lorsqu'Edmond aura atteint l'âge adulte, lui imposera pendant un certain temps d'exercer un métier de fonctionnaire, d'employé du Trésor, qui lui déplaira souverainement. C'est une femme attentive à la culture, c'est une femme qui leur donnera des ouvertures par ses relations sur le monde de l'art. Elle aime chiner, elle aime aller chiner avec ses cousines, elle aime aller fréquenter les brocanteurs, et elle est aussi attentive à ménager les deniers, à ménager l'argent familial, qui n'est pas très 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 abondant, même si les Goncourt ont une relative aisance. Monsieur de Broglie, vous nous accueillez chez vous, dans l'Institut de France. Vous êtes je crois, des derniers descendants, indirects, mais néanmoins descendants de la famille de Goncourt. Oui, il y a une parenté, en effet, de famille, pas une descendance. Les Goncourt n'ont pas eu de descendants du tout. Mais il se trouve que nous remontons tous les deux à une même personne qui s'appelait Adélaïde de Montmerquet. Et elle avait une fille, Mademoiselle Guérin, qui a épousé Monsieur Huot de Goncourt, c'est leur nom. Huot, c'est le nom patronymique qui vient de Lorraine, et de Goncourt, c'est le nom d'une terre qu'ils avaient à côté. Et donc, ce Monsieur Huot de Goncourt a eu 2 fils, Edmond d'abord et Jules. Edmond et Jules étaient les demi-frères de mes ascendants. Et ils étaient surtout les neveux de leur tante, qui était Nephtali de Courmont. Alors, les Goncourt, qui se moquaient toujours un peu de tout, disaient que Madame de Courmont, leur tante, était entourée de bric-à-bracerie. Alors, ils ont fait un tableau d'elle, où elle allait le dimanche, vêtue de petits souliers en soie blanche et très joliment vêtue, avec la mère des Goncourt. Elles allaient faire les antiquaires, les brocanteurs, remuaient les morceaux de meubles qui étaient par terre et découvraient toujours des petites merveilles du vrai XVIIIe siècle qu'on trouvait alors couramment, puisque on venait d'abandonner ce type de décor et cette société. D'où est venu le goût des Goncourt, mais surtout d'Edmond de Goncourt, l'aîné, pour la collection et surtout des œuvres d'art, et pour le XVIIIe siècle. Manifestement, cette mère est assez possessive, et elle meurt en faisant quand même un geste symbolique. Elle serre la main des 2 frères, et elle les unit en quelque sorte au moment de mourir, c'est ce qui est raconté. Elle les unit comme si eux-mêmes devaient constituer une sorte de couple autonome, en dehors de toute ingérence féminine et toute possibilité peut-être de mariage. Ils ne se marieront jamais, on sait que leur célibat est caractéristique d'ailleurs d'une époque. Ils font partie de ces écrivains célibataires impénitents. Ils sont propriétaires, lorsqu'ils héritent de leur mère, de 200 hectares de terre à peu près en Lorraine, ce qui représente à l'époque une fortune, non pas considérable, mais enfin une fortune moyenne qui leur permet de vivre en rentier, comme beaucoup de bourgeois de l'époque. Ils ont maîtresse commune, donc ils partagent à un moment donné une maîtresse qui s'appelle Maria, qui, comme le dit le journal, accepte comme le public notre collaboration. Donc ils font l'amour à 2, comme ils écrivent à 2.
Mais en réalité, la sexualité des deux frères est différente. Jules a des aventures, il se rêve en libertin, il a quelques maîtresses ici et là, des actrices comme Dubuisson, à un moment donné une comtesse de La Salle. Bon, donc il y a une sorte de libertinage de Jules. On va dire que Edmond soit un libertin. On le voit, une fois qu'il est veuf, si je puis dire, comme une sorte d'officier, comme une sorte de soldat, et il fait peur. Les Goncourt sont peu voyageurs au long de leur existence et leur premier voyage en 1849 est un voyage d'1 mois qui va les conduire en Algérie. Alors pourquoi vont-ils en Algérie ? Parce que ils ont besoin de se libérer du chagrin de la mort de leur mère. Leur mère vient de mourir et à l'époque, ils partent en Algérie pour faire du dessin, pour faire de l'aquarelle. Ils envisagent une carrière de peintre et c'est dans ce but qu'ils se rendent en Algérie. Et leur séjour en Algérie va être assez marquant pour eux. Ils vont écrire à ce sujet un carnet de notes, d'observations sur l'Algérie qui peut être considéré en quelque sorte comme le passage du dessin et de l'aquarelle à l'écriture et comme en quelque sorte un embryon de ce que sera par la suite leur fameux journal, leur journal de la vie littéraire. Et Edmond dit que c'est ce voyage en Algérie qui les fait passer du pinceau à la plume. Je ne passe jamais à Paris devant un magasin de produits algériens sans me sentir revenir au mois le plus heureux de ma vie, à mes jours d'Alger. Quelle caressante lumière, quelle respiration de sérénité dans le ciel, comme ce climat vous baigne dans sa joie et vous nourrit de je ne sais quel savoureux bonheur. La volupté d'être vous pénètre et vous remplit, et la vie devient comme une poétique jouissance de vivre. Rien de l'Occident ne m'a donné cela. Il n'y a que là-bas, où j'ai bu cet air de paradis, ce filtre d'oubli magique. Ils commencent par essayer de faire du journalisme. Ils vont participer à la rédaction de 2 journaux, l'Éclair et Le Paris, et ils vont y publier des articles de fantaisie et des articles de critique théâtrale, et ils pensent que le journalisme, un petit peu à la manière des personnages balsaciens, va leur ouvrir en quelque sorte la voie du succès et de la célébrité. Ce en quoi ils se trompent, dans la mesure où l'un de leurs articles, jugé un petit peu scandaleux, sera l'objet d'un procès et aboutira à l'interdiction du journal dans lequel eux-mêmes publiaient. Donc c'est pour eux la fin d'une carrière de journaliste très brève. Alors après cette première tentative, ils vont publier un premier roman en 18, qui est un ouvrage extrêmement fantaisiste, qui raconte l'amour d'un jeune homme pour 2 jeunes femmes. L'une est une espionne et l'autre un modèle. C'est un ouvrage qui est composé un peu à la manière moderne, de couper-coller, de lectures savantes que même avait faites à la Bibliothèque royale à l'époque. Et les Goncourt vont accéder, et d'ailleurs ils s'en plaindront beaucoup, très difficilement à la célébrité et à la reconnaissance du public. Leur premier roman édité à compte d'auteur passe totalement inaperçu. C'est vrai que leurs débuts sont un peu hésitants. La fréquentation des petits journaux à l'époque, c'est vraiment la passerelle qui leur permet d'accéder au monde littéraire. Ce monde littéraire qu'ils vont ensuite examiner à la loupe, dont ils vont être les observateurs, comme ils ont voulu au départ être les observateurs du XVIIIe siècle. Ça a commencé comme ça, c'est-à-dire faire l'histoire d'un siècle, le XVIIIe, mais par les détails, par les choses qui dépassent, par l'ambiance, le parfum, ce qu'ils appellent l'épiderme de l'histoire, et tout d'un coup ils vont s'intéresser à leur siècle. Évidemment, ils vont trouver avec la scène littéraire un matériau fantastique pour les historiens qu'ils restent et demeurent. Alors, au tout départ, il y a la revue L'Artiste où ils sont accueillis et où ils font une rencontre absolument décisive, la rencontre de Théophile Gautier. À la suite de ça, une porte est ouverte qui va les amener à différents dîners, les dîners de Mario Huchard, bientôt aussi les dîners, alors là c'est le Graal, les dîners de Gustave Flaubert,
mais aussi dans les cafés. Une première tentative de création de cénacles, donc c'est le mot qu'on donne à ce moment-là à des réunions un peu homogènes entre artistes, donc on écarte la dame de salon, la maîtresse de salon, et on est entre soi, entre écrivains ou entre artistes. Et arrive donc ce grand moment, cette date qui, à mes yeux, est très importante pour comprendre les sociabilités littéraires au XIXe siècle, qui est la création donc des dîners Mani, du nom d'un restaurateur. Donc le rue Contrescarpe, il y a ce restaurant qui est fréquenté à l'origine par l'oncle, celui qu'on appelle l'oncle, c'est-à-dire Sainte-Beuve. Sainte-Beuve, Goncourt, Flaubert, Gautier, Taine, Renan, George Sand vont bientôt se retrouver 2 fois par mois dans ce restaurant. Ils ont leur petit salon bien préparé pour eux. Alors, il y a de la gastronomie, bien sûr, mais surtout une vraie gastronomie, je dirais, littéraire, des échanges, des discussions extraordinaires qu'on connaît grâce à la sténographie que les Goncourt ont fait de ces échanges. C'est le jour du dîner Mani. Nous sommes au grand complet. Il y a de nouveau Théophile Gautier et Neftzer. La causerie touche Balzac et s'y arrête. Sainte-Beuve attaque. Ce n'est pas vrai. Balzac n'est pas vrai. C'est un homme de génie, si vous voulez, mais c'est un monstre. Nous sommes tous des monstres, dit Gautier. Alors, qui est-ce qui a peint ce temps-ci? Où est notre société? Dans quel livre, si Balzac ne l'a pas peinte? C'est de l'imagination, de l'invention, criait aigrement Sainte-Beuve. J'ai connu cette rue de Langlade, ce n'était pas du tout comme ça. Mais alors, dans quel roman trouvez-vous la vérité? Est-ce dans ceux de Madame Sand? Mais mon Dieu, me répond Renan qui est à côté de moi, je trouve beaucoup plus vrai Madame Sand que Balzac. Oh, vraiment? Oui, ce sont les passions générales. Mais les passions sont toujours générales. Et puis Balzac a un style, jette Sainte-Beuve, ça a l'air d'être tordu, c'est un style cordé. Dans 300 ans, répond Renan, on lira Madame Sand. Comme Madame de Genlis, elle ne restera pas plus que Madame de Genlis. C'est déjà bien vieux, Balzac, dit Saint-Victor. Et puis c'est trop compliqué. Le journal des Goncourt peut être considéré comme un des piliers de la connaissance, de la littérature et de la société, autant de la société que de la littérature de cette partie du XIXe siècle. Mais c'est un pilier sûrement important, littéraire, social. Quelle peinture ont-ils voulu donner de la société? C'est dans le journal. Alors, dans les premiers temps, les convives du Mani ignoraient que les Goncourt, le soir même, noteraient les conversations qu'ils tenaient ensemble. Ils pensaient que c'était privé, que c'était fermé, qu'il n'y aurait pas de fuite. Or, ce n'est que plus tard qu'ils ont compris qu'ils avaient été piégés. Les Goncourt se sont amusés à sténographier ces conversations avec un but qui n'était pas encore bien déterminé, mais qui était encore une fois cette volonté d'être à la fois à l'intérieur du dîner et en dehors, en quoi ils sont les parfaits héritiers de Flaubert, qui était à la fois dans l'action et toujours en observateur de l'action, c'est-à-dire une manière d'être esthète. Et avec les Goncourt, on a cela, c'est-à-dire des gens qui participent à la vie, qui participent de la vie littéraire, mais qui sont aussi en même temps toujours en train de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire, comment on va traduire ça par les mots. C'est une obsession chez eux. Flaubert, en sortant de Mani, nous disait « Ma vanité était telle, quand j'étais jeune, que lorsque j'allais au bordel avec mes amis, je prenais la plus laide et tenais à la baiser devant tout le monde, sans quitter mon cigare. » Flaubert a toujours un peu de cette vanité-là. Ce qui fait qu'avec une nature franche, il n'y a jamais une parfaite sincérité dans ce qu'il dit sentir, souffrir, aimer. Dans cette ville toute pleine de plaisir, de joie et d'amour, je peux m'enfourrer jusque-là, je peux m'enfourrer jusque-là, porter la lettre à Nutella, je peux m'enfourrer jusque-là. Les Goncourt disent souvent que ce cénacle du Mani, c'est le dernier parloir où l'on peut avoir la liberté de penser et de parler. On parle de sexualité, on se lâche, on se défoule. D'ailleurs, je crois que Goncourt dit à un moment dans le journal que le cénacle de Mani est un défouloir. C'est avant tout un défouloir à une période qui est celle d'un étouffoir. C'est-à-dire au plan politique, on ne peut pas dire grand-chose, on ne peut pas faire grand-chose. Je peux peut-être aussi lire ce que George Sand, qui n'a pas été
très assidue aux manies, a rapporté dans son journal, dans un petit carnet, et le soir même où elle a assisté donc pour la première fois à ces dîners manies, on lui faisait l'honneur en tant que femme d'être invitée, parce que évidemment dans ces dîners-là, les femmes n'ont pas place. Eh bien, voici ce qu'elle dit. Ils ont été brillants. Gautier, toujours éblouissant et paradoxal. Saint-Victor, charmant et distingué. Flaubert, passionné. Les Goncourt, trop d'aplomb. Surtout le jeune qui a beaucoup d'esprit, mais qui tient trop tête à ses grands-oncles. Le plus fort en parole et en grand sens, avec autant d'esprit que qui que ce soit, est encore l'oncle Beuve. Qui est le fruit d'une syphilis dont contactée quelques 19 ans plus tôt. Alors, cette syphilis, elle est vécue douloureusement par Edmond, qui voit son frère se défaire petit à petit. Et en même temps, quand on regarde le manuscrit, on voit qu'effectivement, Jules a de plus en plus de mal à écrire, que l'écriture devient remplie de ratures à partir de 68-69. Et ce qui est terrible, c'est qu'il devient aphasique. Et Edmond a le sentiment qu'il est étranger. Il est mort de toute cette odeur de mort qui environne les deux frères depuis longtemps. Car si je reviens à une phrase qu'on trouve dans le journal, nous sommes pourris, dit-il. Et ce n'est pas à entendre sur le plan moral, c'est à entendre sur le plan corporel. Et j'y vois donc les signes de cette syphilis qu'il n'ignore pas. Lundi 20 juin 1870, 9h40. Il meurt. Il vient de mourir. Dieu soit loué. Il est mort après les 2 ou 3 doux soupirs de la respiration d'un petit enfant qui s'endort. L'épouvantable immobilité sous les draps que celle de ce corps. Ses yeux se sont rouverts avec le regard de la souffrance des derniers jours de sa vie. Sa tête est un peu soulevée sur l'oreiller et il a l'air d'écouter avec le joli ton du hautain mépris qu'il avait quand Prudhomme parlait. De toute sa physionomie semble s'élever une tristesse un peu sarcastique. Son regard paraît vous suivre après que vous l'avez embrassé, et on aurait par moments l'illusion de la vie si l'on ne rencontrait le violet de ses ongles au bout de ses mains pâles. Le dîner manie a été fondé par Gavarni, Sainte-Beuve et nous. Gavarni est mort, Sainte-Beuve est mort. La mort se contentera-t-elle d'une moitié de nous deux, ou m'emportera-t-elle bientôt? Je suis prêt. Donc tout le problème de savoir comment l'écriture peut être à la fois compassionnelle et en même temps comment on peut répertorier les minutes d'une mort. C'est le risque d'aller jusqu'au bout d'une posture de vérité. Je pense au livre d'Annie Ernaux qui affronte autant qu'elle le peut, aussi loin qu'elle le peut, aussi profond qu'elle le peut, donc sa propre biographie ou la biographie de ses parents. Je me demande s'il n'y a pas là quelque chose chez Edmond quand il raconte la mort de son frère qui est extrêmement moderne, et je lui fais crédit d'être déchiré et en même temps de trouver pour raconter cette agonie une écriture sans pause, sans chichi. C'est un grand moment du journal et qui est suivi par un blanc. C'est-à-dire, ensuite, Edmond ne peut pas écrire.
Edmond reprend malgré tout la plume au moment du siège de Paris et de la Commune. Il y a de très très belles pages qui sont un témoignage extrêmement émouvant, à la fois sur le deuil d'Edmond et sur le deuil de la France envahie, et sur Paris, sans parodier les formules de Gaulle, martyrisé par la guerre de 70 et la Commune. Là, il y a des pages extrêmement belles. Il est un témoin capital parce qu'il est pris comme les habitants de Paris enfermés par une sorte de manie déambulatoire. Donc il marche, il va d'un coin de Paris à l'autre. Et en même temps, étant donné cet aspect chroniqueur qu'il y a dans le journal, mais de manière générale dans l'écriture des deux frères, il est un excellent chroniqueur du siège de Paris. Et c'est une suite de choses vues, de choses aperçues. 22 mai 1871. Je ne puis rester chez moi. J'ai besoin de voir, de savoir. À ma sortie, je trouve tout le monde rassemblé sous les portes cochères. Un monde agité, grondant, espérant, et déjà s'enhardissant à huer les estafettes. Tout à coup, un obus éclate sur la Madeleine et tous les locataires de rentrer aussitôt dans l'intérieur des maisons. À la hauteur du Nouvel Opéra, je rencontre un garde national qu'on emporte, la cuisse cassée. Sur la place, dans des groupes très clairsemés, on dit que les Versaillais sont au palais de l'Industrie. La démoralisation et le découragement sont visibles chez les gardes nationaux, qui reviennent par petites bandes, l'air éreinté et honteux. Alors sur la Commune en 1871, je dirais que les mêmes choses se produisent que pour le siège. Il reste un témoin capital. Un témoin orienté certes par une idéologie réactionnaire, mais en même temps, il y a aussi des parenthèses où tout d'un coup, il éprouve un sentiment de pitié une fois la semaine donc sanglante arrivée, quand il voit qu'on va massacrer. Il y a à la fois des pages absolument abominables sur le sang versé qui régénérera le pays, sur la saignée qui a été une saignée dont il espère qu'elle sera efficace étant donné qu'elle a été abondante. Et de l'autre côté, il y a aussi une commisération. Nous remontons le boulevard, des ébauches de barricades devant l'ancien opéra, devant la porte Saint-Martin, où une femme en ceinture rouge remue des pavés. Partout, des altercations entre les bourgeois et les gardes nationaux. Du feu revient un petit peloton de gardes nationaux, parmi lesquels un enfant aux yeux doux, qui a une loque passée en travers de sa baïonnette, un chapeau de gendarme. Toujours par groupe, le triste défilé des gardes nationaux graves qui abandonnent la bataille. Un désarroi complet. Pas un officier supérieur donnant des ordres, pas sur toute la ligne des boulevards, un membre de la Commune ceint son écharpe. Un artilleur ahuri promène à lui tout seul un gros canon de cuivre qu'il ne sait où mener. De temps en temps, la colonne de fumée blanche d'un canon qui tire à la gauche de Montmartre. C'est la canaille, eh bien j'en suis. Il fredonnait la Marseillaise, nos pédales les vieux vagabonds. Donc je crois que rien n'est simple. Il faudrait regarder de très très près ces pages sur la Commune en montrant l'ambivalence d'Edmond, qui, à mon avis, est une ambivalence générale des Goncourt. Edmond ne votera jamais. On peut se demander quand même s'il n'y a pas eu une sorte de rejet du politique qui les a fait ne pouvoir se trouver dans aucun parti. Même s'ils sont évidemment réactionnaires. Par exemple, ces partisans de l'ordre vont-ils, en 1860, au tribunal de Bar-sur-Seine, qu'ils aperçoivent une petite fille que l'on juge et que l'on condamnera d'ailleurs pour avoir volé des liqueurs. Et là, il y a une page absolument fulgurante où ils décrivent donc cette petite fille comme une victime ayant contre elle toutes les autorités. Et il y a un mouvement, un élan de sympathie considérable de la part de Jules Edmond à l'égard de cette petite fille qui devient l'être victimé tout d'un coup par excellence.
très tôt dans les années 1860, ils sont allés visiter la prison de Clermont. Donc ça a été une première prise de contact, je dirais, avec une institution où il y avait des femmes prostituées enfermées. Donc ils en ont été quand même assez choqués. Et puis bon, la prostitution, c'était aussi quelque chose qu'ils connaissaient très bien. Ils étaient amis de Flaubert, amis de tous ces hommes-là, et puis eux-mêmes fréquentaient des prostituées. On trouve dans le journal des soulignements sous forme de petites croix en marge du journal. Alors je me demandais ce que c'était que ces petites croix, parce que je ne trouvais pas au départ de rapport avec des parties de romans, mais je me suis rendu compte que dans les carnets préparatoires, par exemple le carnet de la fille Elisa, il y avait aussi des petites croix. Chaque fois qu'il y a une petite croix, en fait, c'est qu'ils envisagent de transférer quelque chose dans une œuvre. Et c'est dans ce sens que le journal est véritablement une sorte d'avant-texte à partir duquel une réserve d'anecdotes, à partir duquel on peut nourrir la fiction. 1853. Place Maubert et rue Mouffetard. Bal de voleurs et de voleuses. Femme de 11 à 16 ans. Enlèvement admirable pour danse exagérée. Autocratie de la police. Les femmes, monsieur le préfet, le bon Dieu pour elles. Crainte, respect, méprisant un peu les employés inférieurs, disant que c'est elles qui les font vivre. Jusqu'à 16 ans, toutes sortes de métiers. À la halle, la noix verte, le poisson, la marée, etc. Vendant du papier à lettres, le soir, dans les rues désertes. Ayant des amants qu'elles entretiennent. Toutes gnougnioutes et toutes vérolées. Donnant à leur père et mère pour qu'ils disent à l'ami qu'elles ont travaillé pendant qu'elles ont été à la retape. Prostitution, avec les pères qui les réclament quand elles sont enfermées. Guérison plâtrée à Saint-Lazare. Au dépôt enfermé avec les enfants, elle les branle. Ça te va-t-il ? À 16 ans, en carte. Orgueil. Séchant d'envie d'être assermenté et comptant les jours jusque-là, et allant jusqu'à s'en fabriquer de fausses pour leur satisfaction personnelle. Et donc la fille Elisa, encore une fois, une fille du peuple, dont la mère était faiseuse d'anges et qui va travailler dans une maison close. Mais malheureusement, cette prostituée tombe amoureuse. Donc c'est quelque chose qui leur est interdit et qui l'a conduit finalement à commettre un meurtre. Et après, donc la deuxième partie du roman est sur l'incarcération, la vie dans la prison de la fille Elisa. Et encore une fois, c'est le corps qui est emprisonné par l'institution et comment ce corps va entrer en déchéance et les effets que cela va avoir sur son âme. Bon, Edmond voulait, pour la première fois, il voulait dénoncer donc cette institutionnalisation extrême, puisque dans la prison, les femmes sont condamnées au silence. C'est assez symptomatique puisque ce silence est associé aussi au fait qu'Edmond pensait qu'on voulait faire taire les Goncourt, donc il y a tout ce discours derrière de victimes littéraires, et la seule phrase, les seuls mots prononcés par la fille Elisa font écho directement aux mots que Jules prononce, donc le frère cadet, au moment de mourir. Je veux mais je ne peux pas. Donc il y a aussi des échos comme ça avec la vie personnelle d'Edmond dans La fille Elisa. Chez les Goncourt, il n'y a pas une pratique de l'enquête préparatoire aussi systématique qu'elle est chez Zola. Lorsque Zola écrit un roman, il va sur le terrain, il prend des notes, il y a véritablement tout un travail préparatoire. Chez les Goncourt, je dirais qu'il y a un travail d'innutrition qui se fait certainement sur le plus long terme. Le journal contient quantité de notes, d'observations qui ensuite vont être récupérées dans les divers romans. Lorsque les Goncourt écrivent malgré tout, ils vont faire des enquêtes ponctuelles, soit au fil de l'écriture, soit juste au moment qu'ils préparent la rédaction de leur œuvre. Je pense à un roman comme Sœur Philomène, qui paraît en 1861, qui est un roman de l'hôpital, l'un de leurs premiers romans, peut-être. Dans ce roman, ils évoquent les amours d'une religieuse hospitalière avec un interne, et ils font revivre, c'est un sujet très nouveau à l'époque, ils font vivre la vie de l'hôpital. Et pour décrire l'hôpital, ils ont demandé à Flaubert, fils de médecin, de les introduire dans le milieu hospitalier, et ils ont allé à plusieurs reprises observer des scènes de la vie hospitalière qui sont retranscrites, qui sont notées dans leur journal, et qu'on voit ensuite réapparaître dans leurs romans, transformées, transfigurées, réécrites.
C'est très intéressant de voir que dans leur roman, ils se sont quand même intéressés à cette femme du 19e siècle, la femme du peuple. Elles sont toutes issues des basses classes, hein. Sœur Philomène, Germinie, la fille Elisa, Manette Salomon. Donc c'est vraiment quelque chose qui les fascine. Donc c'est d'abord retrouver donc le langage populaire, aborder ces femmes par la langue, par le style. Donc c'est d'abord un souci esthétique avant tout, mais c'est quand même aussi essayer de circonscrire un être qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne comprennent pas finalement. Ils arrivent paradoxalement à montrer les souffrances et les traumas, si on peut parler comme ça, les traumas de la femme du peuple au 19e siècle. 13 octobre 1855. Causerie sur la femme, après 2 canettes chez Binding. La femme, un animal mauvais et bête, à moins d'être élevé et extrêmement civilisé. Ainsi la fille ne rêve, ni ne pense, ni n'aime. La poésie chez la femme n'est jamais de nature, elle est une acquisition de l'éducation. La femme du monde seule est femme, le reste, des femelles. La femme est vue quand même dans son altérité comme étant le tout autre. Et cette altérité débouche évidemment sur cette misogynie bien connue des 2 frères, mais qu'ils ne sont pas les seuls à revendiquer. Baudelaire, par exemple, à mon avis, peut être vu comme étant aussi misogyne que les Goncourt. Alors je me demande, je ne suis pas sûr que la réponse soit bonne, s'il ne faut pas envisager ceci comme une sorte de mise en cause plus générale de la notion de nature. Si la nature, par définition, est procréatrice et créatrice, la femme est sa projection comme créatrice et procréatrice dans l'imaginaire bourgeois du XIXe siècle. Mettre en cause la nature, c'est mettre en cause la maternité. La femme est cette pondeuse qui a ses règles que l'on refuse. Donc la femme est désirable lorsqu'elle est actrice, elle est désirable lorsqu'elle est fardée, il n'en reste pas moins qu'elle est physiologiquement détestable. Ils ont abordé la femme dans sa physiologie, par le corps, par un parler particulier, des comportements. C'est ça qui les intéressait en fait, des comportements. Aborder leurs personnages dans ce qu'ils avaient de plus intime. Et finalement, ils sont parvenus mieux que d'autres écrivains qui voulaient vraiment dénoncer ou montrer en tout cas l'histoire du peuple, les différents aspects de la classe populaire. Mais les Goncourt ils sont allés plus loin, à mon avis, et ils ont préparé le terrain à ce qui viendra après, qui est la psychologie. Ils étaient vraiment sur la bonne voie parce que c'est les mots du corps qui se reflètent dans l'âme. Donc les 3 femmes intelligentes qu'ils considèrent sont la Lagier, qui est une actrice, et la Gisette, donc qui est aussi une femme du peuple avec un langage et des manières particulières dont ils se servent évidemment pour élaborer les personnages féminins de leur roman, et la princesse Mathilde, dont ils font des portraits tout au long du journal, et c'est un personnage kaléidoscopique en fait. Donc un jour elle est décrite comme quelqu'un de très raffiné, de quelqu'un qu'ils apprécient de toute façon, et à un autre moment elle sera décrite comme une oie un peu stupide. Alors, la princesse Mathilde effectivement est un personnage qui est tout à fait important, c'est la cousine de Napoléon III, c'est une femme qui tient salon à Paris rue de Courcelles et dans sa propriété à Saint-Gratien. La princesse Mathilde tient à la place de l'empereur, elle tient ce salon où elle reçoit des écrivains, des peintres, et les Goncourt seront très assidus de ces rencontres, et ils viendront véritablement des familiers de la princesse Mathilde qu'ils inviteront dans leur maison d'Auteuil, dans l'hôtel du boulevard Montmorency, où la princesse Mathilde leur fera la surprise de visite. Edmond de Goncourt, à la fin, a été habité par l'idée de donner un vrai tableau de la haute société.
il n'aspirait qu'à ça. Il était très mondain, disons, et ambitieux, et il considérait qu'il faisait partie de la bonne société, peut-être pas de la grande société, mais enfin tout de même. Alors il avait un nom dont il se targuait beaucoup, il a toujours insisté là-dessus, et bon, il s'agrégeait à la grande société. Maintenant, alors, je trouve que le journal des Goncourt est un moment de préfiguration. Et de préfiguration de quoi ? Eh bien, tout simplement de la recherche du temps perdu. C'est la génération d'avant. N'est-ce pas ? Les Goncourt essayent de mettre dans leur journal, abondant, n'est-ce pas ? Il y a 8, 9 volumes, je crois, eh bien, la recherche du temps perdu. Alors, Edmond de Goncourt est devenu une sorte de figure de la littérature, et même plus qu'une figure, un ancêtre rayonnant. Il était beau quand il était vieux. Et il avait une belle allure, un beau visage. Et donc, il le savait très bien, il en jouait. Et ça n'a pas manqué d'attirer l'attention du jeune Marcel Proust qui l'observait. Mais ça va un peu plus loin que ça. Alors, vers la fin de sa vie, il y a eu un grand banquet organisé par la ville de Paris en hommage, en honneur ou à l'ancêtre, au vieillard, à Edmond de Goncourt. Ce qu'on ne savait pas, ce qu'on a découvert assez récemment, c'est que dans un coin de table, il y avait le jeune Marcel Proust qui était absolument admiratif de cette gloire littéraire-là. Donc il a subi l'attraction des Goncourt. La lecture du journal inédit des Goncourt me produisit un curieux sentiment de trouble. Goncourt y racontait un dîner quai Conti, où était l'hôtel des Verdurins. Des assiettes des Yungtsing, à la couleur capucine de leur rebord, au bleuâtre, à l'effeuillé turgide de leur iris d'eau, des assiettes de Saxe, plus mièvres dans le gracieux de leur fer, à l'anémie de leurs roses tournées au violet, des assiettes de Sèvres engrillagées par le fin guillochi de leur cannelure blanche. Et, ce qui est peut-être rare, c'est la qualité vraiment tout à fait remarquable des choses qui sont servies là-dedans. Un manger finement mijoté, tout un fricoté comme les Parisiens, comme il faut le dire bien haut, n'en ont jamais dans leur plus grand dîner. J'imagine quel plaisir ce doit être pour vous que de manger dans une telle collection d'assiettes. Oui. On voit bien que vous ne le connaissez pas. Mon mari est un maniaque, totalement indifférent à toutes ces jolités. Vous avez remarqué ce magnifique collier de perles au cou de Madame Verdurin? Admirable, en effet. Des perles noires, qui étaient blanches à l'origine. Vraiment? Je parle des perles de la maîtresse de maison, et Monsieur de Goncourt ne me croit pas. Alors ceux-ci, ce sont des ouvrages historiques, puisque les Goncourt ont commencé par écrire des ouvrages historiques. Ils ont constitué, puisqu'on évoquait la collection, toute une bibliothèque personnelle de documents sur le XVIIIe siècle, des collections de lettres, des collections de brochures. Ils ont écrit toute une série d'ouvrages historiques aujourd'hui un peu oubliés, une biographie de Marie-Antoinette, des ouvrages consacrés aux maîtresses de Louis XV. Alors ici, ce sont 2 éditions originales des maîtresses de Louis XV qui étaient dédicacées à leur cousin Labille. Je pense que la collection, elle vient combler un vide de manière générale, elle vient combler, et Edmond le dit, le vide, et Jules aussi, on achète quand on s'ennuie. La manie collectionneuse, c'est d'abord une façon peut-être de combler l'ennui. C'est une habitude héréditaire. La mère et la tante des Goncourt aimaient aller voir les brocanteurs, découvrir des objets rares, et les Goncourt ont très très tôt eu le goût du dessin rare, de l'objet rare et dans une certaine mesure de la collection. Alors les collections ont commencé avant la mort de Jules, puisque la collection de dessins du XVIIIe siècle, les achats sont antérieurs à 1870. Puis ensuite, Edmond évidemment, un peu plus riche, resté seul, va effectivement amplifier ce tropisme en multipliant les achats d'objets japonais et continuant à constituer sa collection d'objets du XVIIIe siècle, de dessins du XVIIIe siècle. Une petite jardinière à suspension, fabriquée d'une coloquinte excentrée de plate en céladon,
montée dans le temps, et dont la monture est une des plus délicates montures du XVIIIe siècle. Une paire de flambeaux en forme de carquois. 400 dessins montrant l'école française sous toutes ses faces. Un bronze pour lequel j'ai donné 2000 francs, en un temps où la japonaiserie n'était point encore à la mode. Des porcelaines égueulées, grues de bronze aux frêles et longues pattes cassées. Ce qui est propre à Edmond, puisque c'est surtout lui qui va développer, je dirais, l'aspect japonisant des collections et publier les grands textes que nous connaissons, donc les chapitres de La maison d'un artiste et puis ces 2 monographies sur Utamaro et Hokusai. C'est bien chez les Goncourt que se fait la liaison entre ces 2 anciens régimes, finalement. Le Japon avant l'entrée dans l'ère Meiji, et puis évidemment l'ancien régime français tué dans l'esprit d'Edmond de Goncourt par la révolution de 1789. Ce qui est tout à fait remarquable, notons-le, c'est que bien entendu, les Goncourt ne sont plus les contemporains du XVIIIe siècle et Edmond ne mettra jamais les pieds au Japon. Mais Edmond Goncourt bénéficie des connaissances, du savoir d'un Japonais établi à Paris, Hayashi, avec qui, vraiment, les liens sont étroits. Ils ont des séances de travail ensemble. Hayashi lui traduit des textes du japonais, lui vend des objets, le conseille dans ses achats. Hayashi est un peu ce que l'on appellerait en ethnologie un informateur. 2 amours de bronze provenant d'une vente de Montbreau, une porcelaine de blanc de Saxe, un dauphin au corps, aux mufles, aux nageoires modelées dans la tourmente d'une gracieuse rocaille, 2 vases de biscuits de Sèvres, des vases de Sazuma, autour desquels court un concert avec de petites tambourinaires, 2 Feydeau, un des 100 exemplaires du tirage in octavo de Fanny, des cornets de Kaga, où un Olympe japonais a pour cadre une étourdissante envolée d'oisillons. La maison d'un artiste est un livre tout à fait singulier. Écrire un livre en 2 volumes, qui consiste en des descriptions de pièces et d'objets, cela peut paraître un défi, mais enfin, pour qui s'intéresse à la collection, je dirais comme fait anthropologique et culturel, aussi bien qu'au collectionnisme dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'est un document tout à fait remarquable. Et sur le plan de l'écriture, il y a cette ombre du frère qui plane sur l'ensemble de la maison d'Auteuil et de ses objets. On peut considérer la maison d'un artiste comme un tombeau. Un monument donc à la mémoire du frère, mémoire qui vient étayer en quelque sorte les descriptions de lieux et d'objets. À ce grenier, nous sommes dans la maison d'Auteuil, donc la maison que les frères Goncourt ont habité pendant plusieurs années, et c'est à l'étage, dans la chambre même où Jules est mort, que Edmond de Goncourt très symboliquement installe cet espace d'accueil, de sociabilité, qui deviendra donc le grenier. Alors, méfions-nous de ce mot de grenier qui fait penser à un endroit un peu délaissé, c'est tout l'inverse. C'est très apprêté, les murs sont tendus de velours rouge, il y a une décoration extrêmement pensée qui reflète les goûts de Goncourt. Et puis une ritualisation qui se met en place, donc tous les dimanches, en fin d'après-midi, les amis de Goncourt, ceux qui l'aiment, ceux qui le considèrent un peu comme un père, viennent le rejoindre, gravissent les escaliers, paraît-il très raides, et s'installent là pour causer, parler, échanger des propos. Là encore, nous avons, grâce au journal, nous avons des traces des conversations qui se tenaient dans le grenier. Il faut bien comprendre que le grenier, c'est un peu l'œuvre ultime de Goncourt, qui n'écrit plus quand il crée son grenier en 1885, qui a achevé son œuvre d'une certaine façon. Et son grenier, c'est son chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre de sociabilité. Et il en était très fier. Je vous cite par exemple ce passage extrait du journal. « Il va pas mal, mon grenier. Il est en train de s'emparer de l'attention de Paris. » Voilà, typiquement un homme fier du succès de son grenier qui effectivement a tout de même duré plusieurs années puisqu'il est inauguré en 1885 et il ne s'achève qu'avec sa mort en 1896.
Edmond de Goncourt demande aux écrivains qui fréquentent le grenier de lui apporter l'un de leurs livres, de préférence sur grand papier, édition numérotée, etc., avec un autographe du manuscrit. Donc il cumule, je dirais, les indices de rareté. Il envoie l'ouvrage à son relieur, Pierson, qui fait une couverture en vélin, et il demande à un artiste qui fréquente le grenier, qui peut être parfois l'auteur lui-même, de peindre le portrait de l'auteur sur le premier plat de couverture. Il réalise ainsi 29 livres. Ces livres sont présentés comme des œuvres d'art. Ils sont visibles dans les vitrines des bibliothèques qui se trouvent au grenier, si bien que il y a un jeu de miroir assez fascinant qui devait faire jubiler, j'imagine, Edmond de Goncourt, quand, recevant le dimanche les familiers du grenier, il pouvait établir des relations entre un tel et le livre où l'artiste et l'écrivain se trouvaient réunis. Il y a quelque chose là d'un peu manipulateur, hein, et somme toute, peut-être a-t-il collectionné les familiers du grenier comme on collectionne des objets. Alors Edmond est mort à Champs-Rosés en 1896 chez Alphonse Daudet. Et il y a eu une sorte de célébration considérable dans les journaux. Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'il a fini par obtenir une sorte de stature de commandeur, ce qu'il voulait. Il a fini par s'imposer dans le monde des lettres. Et à mon avis, il s'est imposé par la publication du journal à partir de 1887 chez les éditeurs Charpentier. Préface à Chéri, 1884. Il y a aujourd'hui plus de 30 ans que je lutte, que je peine, que je combats. Et pendant nombre d'années, nous étions, mon frère et moi, tout seuls, sous les coups de tout le monde. Je suis fatigué. J'en ai assez. Je laisse la place aux autres. Il faut comprendre que les Goncourt ont passé leur vie à batailler. Il s'agit d'une bataille littéraire. Il y a des terrains qui sont la propriété de Goncourt, sur lesquels un Zola ne doit pas poser le pied. Flaubert meurt en 1880, c'est une espèce de figure tutélaire intouchable, mais dès que Flaubert meurt, la bataille reprend de plus belle et elle va opposer de manière assez brutale, quoique larvée parfois, mais toujours brutale malgré tout, comme on peut le voir dans le journal. Elle va opposer les partisans de Zola et puis ceux qui vont se ranger plutôt du côté de Goncourt. Il y a un certain nombre de concordances, il va y avoir des sujets communs. Zola va écrire un roman de l'artiste, l'œuvre, les Goncourt ont auparavant écrit un roman de l'artiste, Manette Salomon. Zola va dépeindre le peuple dans l'Assommoir et va évoquer les couches populaires, le monde des banlieues, les maisons populaires, etc. Les Goncourt, dans Germiny Lacerteux, avaient évoqué cette dimension sociale. Zola va s'intéresser à l'hystérie. Les Goncourt avaient écrit un roman de l'hystérie déjà avec Germiny Lacerteux. Zola s'intéressera beaucoup au personnage de la jeune fille qui va être très à la mode. Les Goncourt ont consacré à la jeune fille plusieurs romans, René Mauprin et Chéri. Donc il y a manifestement certainement des convergences, peut-être parfois effectivement des emprunts. Même si Germiny a une fortune critique, il n'en reste pas moins qu'ils n'ont pas le sentiment d'une reconnaissance. Donc je pense que leur aigreur vient de là. Mais il faudrait, me semble-t-il, penser en termes d'ennui. Et il y a toute une génération de grands écrivains qui s'ennuient. Flaubert s'ennuie. Baudelaire, je dirais pas qu'il s'ennuie parce que c'est dévaloriser l'ennui baudelairien. Mais dans l'ennui, il y a haine de la vie. Donc il y a chez les Goncourt aussi les jours gris. Le mot gris, les jours gris reviennent très 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 fréquemment, où il y a une sorte de déteinte généralisée de la vie. Donc cette non-coïncidence de soi avec le monde, qui renvoie à une sorte d'exil intérieur, explique peut-être, me semble-t-il, ce ressentiment, cette aigreur, qui tourne chez les Goncourt au fiel,
Mais est-ce que la liquéfaction mauvaise de la vanité n'est pas le fiel, et qui, chez Baudelaire, pourra se transformer peut-être sous une autre forme? Mais il me semble qu'il y a un fond commun, qui est un sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être reconnu, d'être dans une